Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grands défis et tout petits. Amandine est une maman épanouie aujourd'hui, même si c'est loin d'être parfait. Elle revient de loin, car la période prénatale fut remplie de stress. Son postpartum était synonyme de pleurs, et son couple a été très secoué. Pourtant, je trouve que c'est une guerrière, Amandine. Elle a su relever chacun de ses défis. Certes, il y a eu beaucoup de questionnements et de remises en cause, mais aujourd'hui, elle en est révélée et meilleure, pour reprendre ses mots. Alors, quelles sont ces épreuves ? Amandine m'a parlé en toute franchise de sa difficulté à construire un lien d'amour avec son fils, de ses phobies d'impulsion, mais aussi de toute cette période marquée encore aujourd'hui par de la culpabilité, ce sentiment sournois dont on voudrait toutes, en tant que mère, enfermer dans un coffre et le ranger à jamais dans une cave. Je m'appelle Amandine Labissi, j'ai 30 ans et je suis jeune maman d'un petit garçon de 2 ans un peu passé. Dans la vie professionnelle, je suis à la base dans la communication événementielle et donc récemment j'ai lancé un podcast, donc J'allaite podcast qui vient parler de toutes les sortes d'allaitement ultra inclusif pour vraiment impliquer tout le monde dans le processus de l'allaitement. Et par rapport à mon petit garçon, donc je suis en couple depuis 6 ans et donc on a eu donc le petit garçon avec le papa. Il s'appelle William et c'est un enfant très énergique, une vraie boule d'énergie qui ne s'arrête jamais. Il est plein d'entrain, il est hyper curieux, il adore imiter et refaire, répéter tout ce qu'on fait. Non, c'est assez intense à vivre la vie de maman, découvrir ce que c'est vraiment quand on avait une certaine image, on va dire, de la maternité et de la parentalité. Mais non, je découvre avec lui au jour le jour et j'apprends moi aussi mon rôle de maman à chaque instant. En vrai, j'avais jamais vraiment regardé comment ça se passait, la vie de parent. Juste pour moi, j'allais être maman et j'avais une certaine vision. Mais par rapport à la famille, je pense, les amis, mes sœurs, enfin autour de moi, comment ça s'était passé, tu vois, mais je m'étais jamais vraiment renseignée sur comment ça pouvait se dérouler. Et je pense que j'avais quand même cette vision ultra idéaliste de l'enfant qui dort et qui mange et qu'on emmène partout et que ça se passe toujours super bien. En fait, c'est un enfant qui était désiré complètement, mais qu'on a pris la décision quand j'ai voulu tomber enceinte, on a pris la décision, on va dire, parce qu'il s'est passé certains événements dans notre vie qui nous ont empêchés de faire un voyage à long terme. Donc on s'était dit, puisqu'on est bloqué, pourquoi pas faire un enfant. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu un ascenseur émotionnel où j'étais super contente et où après en fait je me suis effondrée en mode mais je peux pas, je suis pas prête. C'était vraiment très intense. Et en fait ça a été comme ça tout le long de la grossesse. J'ai oscillé entre les hauts et les bas, entre mon Dieu mais je peux pas être maman et puis oh là là ça va être super. Donc c'était une grossesse très éprouvante on va dire mentalement pour moi parce que physiquement tout était parfait quoi. Vraiment la grossesse parfaite quoi. J'ai pas eu de nausée. En fait je me demandais si c'était vraiment maintenant que j'étais prête pour être maman. C'était pas la façon de savoir si j'allais réussir à être maman, c'était est-ce que c'est le bon moment. Pour être même tout à fait honnête, on a pensé à l'avortement tellement j'étais pas bien quoi. Alors je faisais des crises d'angoisse et je paniquais à l'idée de ne plus avoir ma vie d'avant. Et j'avais l'impression que du fait d'avoir un enfant, j'allais forcément être accaparée par lui ou que ça allait se passer comme ça. Et du coup, je m'étais mise en tête que non, moi, quand j'aurai mon enfant, je ferai ce que je veux, je continuerai à voyager, je l'emmènerai au restaurant, ça se passera bien, tu vois. Et j'étais vraiment, en fait, mal à l'aise aussi d'avoir cette impression d'être toute seule à penser ça.
parce que quand j'en parlais autour de moi que j'étais enceinte, c'était waouh, c'est magnifique. Alors c'est vrai, hein, attention, je dis pas le contraire, mais c'était forcément que du positif et du bonheur et de la joie. Et alors que moi, en fait, j'avais juste envie de pleurer presque tous les jours, tellement je savais pas ce que je voulais, quoi. Mm. Mais quand même, même si on a pensé à l'avortement, tu vois, pour moi, c'était impensable de faire l'acte d'avorter parce que à la base, cet enfant, on l'avait voulu. Donc, je me voyais vraiment pas. Voilà, c'était inimaginable, quoi. Oui, alors mon conjoint était évidemment au courant tout de suite. Il m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé, on va dire. Euh, et j'en ai parlé tout de suite à ma sage-femme. Je me suis effondrée au premier rendez-vous dans son cabinet, hein, pour être honnête. Et elle a fait une chose incroyable, en fait, tu vois, c'est qu'elle s'est levée, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit ça va aller, c'est ton choix, quoi. Euh, Elle m'a vraiment épaulée, elle m'a conseillé des lectures, on en a beaucoup parlé. On avait même envisagé d'aller voir une psychologue à un moment, mais ça ne s'est pas fait. Et tu vois, en fait, d'avoir eu son aide et son retour, ça a commencé à aller mieux jusqu'à, je dirais, jusqu'au 7e mois, où on avait prévu de partir en week-end à Cannes, donc de chez nous, c'était environ 4 heures. Et c'était au moment où apparemment mon col était un petit peu, tu sais, ouvert, et donc on m'avait dit, bah, vous pouvez y aller, mais avec le risque, peut-être, on sait pas, mais peut-être que ça déclenche un accouchement, parce que beaucoup de routes, quand on a un col un peu ouvert, ça peut amener un accouchement en avance. Et du coup, bah, je m'étais dit non, c'est pas possible, je descends pas. Et là, en fait, ça a eu un gros coup sur moi en mode ah bah voilà, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Je vais plus avoir ma vie comme avant et ça va vraiment m'accaparer toute mon énergie. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un gros down à ce moment-là pendant quelques semaines où j'étais de nouveau pas bien, quoi. Ça a ravivé les peurs que j'avais sur la maternité et le fait d'avoir un enfant avec moi. Ouais. C'est à ce moment-là aussi que j'en ai parlé avec ma petite sœur parce qu'en fait personne n'était au courant autour de moi. Non, je pense que j'avais peur. Peur qu'on me dise mais non, c'est horrible de penser ça ou tu devrais pas, enfin ça va être un enfant, c'est de la magie, tu vas être heureuse, tu vois. Donc j'avais peur et j'en ai parlé à ma petite sœur un peu par hasard et du coup d'en avoir parlé aussi avec elle, ça m'a aidé à, on va dire à me rassurer et à surmonter, à me dire voilà que ça allait aller, quoi, que de toute façon c'est ma maternité et que c'est moi qui allais un peu décider ce que j'allais en faire. La fin de grossesse se passe bien et Amandine choisit d'accoucher en maison de naissance. Le jour J, qui était quand même 1 mois en avance par rapport au terme, la poche des os se fissure et le travail commence petit à petit. Amandine fait partie de ces guerrières que j'admire et qui ont accouché sans péridurale. Le travail en lui-même s'est bien passé malgré les 2 heures de poussée qui ont fini par l'épuiser. Et la rencontre avec William arrive dans des conditions un peu particulières. À ce moment-là, j'étais vraiment épuisée, quoi. Tu vois, avec le recul, j'ai l'habitude de dire, tu vois, que j'étais un peu comme dans une bulle, mais sans saveur, tu vois. J'étais là sans être là. Donc, j'avais mon fils sur moi, mais je savais pas quoi faire. Il glissait, j'arrivais pas, j'étais vraiment trop fatiguée. Euh, c'est un peu le début, c'est un peu la suite logique, tu sais, après ma grossesse un peu compliquée, où voilà, là, c'était pareil. En fait, j'ai pas réalisé, quoi. Quand il était là, j'étais encore un peu perdue et vraiment très fatiguée. Et franchement, non. J'ai absolument rien ressenti quand il était sur moi. Je te dis, c'était vraiment une bulle sans saveur où je savais pas quoi faire ouais, et où j'étais un peu perdue même. Je sais même pas, je ressentais rien en fait, rien du tout. Les premiers jours, même les 3 premières semaines, ont été parfaites, on va dire, au niveau du tempérament. Parce que je pense aussi qu'il était fatigué lui aussi de l'accouchement et il avait besoin de se reposer et c'était vraiment, il dormait, il mangeait, l'enfant parfait quoi. Je me suis dit waouh, mais si c'est ça, mais trop easy en fait d'avoir un enfant et de s'en occuper. J'ai pas pu récupérer quand même parce que il y avait l'allaitement à mettre en place et que là pour le coup l'allaitement a été compliqué. En fait, j'ai eu une montée de lait assez tardive
qui s'explique par ce manque d'ocytocine, tu vois, ce manque d'amour qui s'est pas fait en fait au début et qui ralentit la montée de lait. En tout cas, ça a été dans mon cas, ça a été ça. Donc ça a été compliqué parce qu'en plus c'était un petit téteur qui restait pas longtemps au sein et qui s'enlevait tout le temps du sein, quoi. Fallait que je sois tout le temps sur le qui-vive pour le remettre, parce qu'il s'enlevait tout le temps. Et donc au début, comme beaucoup de bébés, il a perdu du poids, hein, ce qui est normal, mais comme il était né assez grignette, 2,6 kg, fallait pas trop qu'il en perde non plus. Donc il y avait un peu tout cet enjeu par rapport à l'allaitement. Donc on a mis en place vraiment plusieurs choses, hein. On lui donnait à la pipette, on lui donnait avec la petite cuillère, on a même pris un DAL, donc tu sais, un dispositif d'aide à l'allaitement pour du coup le compléter en lait artificiel le temps que ma montée de lait arrive, quoi, complètement. Donc c'était intense, quoi, c'était vraiment assez mécanique, j'avais trouvé mais je me suis vraiment battue parce que je tenais à cet allaitement, quoi. Je tenais vraiment à ce que ça réussisse. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis pas rendu compte tout de suite en fait de ce que ça impliquait de ne pas ressentir cet amour fou en fait pour son enfant. Je pense qu'au début, encore une fois, j'étais dans une bulle et pour moi l'important c'était l'allaitement et puis me reposer parce que j'étais fatiguée. Donc je n'y pensais pas trop et puis je pense que je m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte plusieurs mois après en fait, de voir qu'en fait ça venait pas, que j'étais incapable de dire je t'aime à mon fils parce que ça venait pas naturellement, donc pourquoi le dire, tu vois. Et ça encore une fois c'est quelque chose que j'ai pas parlé tout de suite parce que on a cette vision que normalement quand ton enfant il arrive sur toi, waouh, c'est l'amour fou, c'est génial, c'est trop beau, quoi. Et moi ça a pas été le cas. Je pense que j'ai vraiment culpabilisé quand on est sorti des difficultés avec mon fils, tu vois, quand il avait vers 5 mois. C'est là que je me suis rendu compte que ouais, j'étais pas capable de dire je t'aime à mon fils et que en fait c'était bizarre. C'était bizarre par rapport à ce que la société nous renvoie. Et je crois que la première fois que j'ai osé en parler, c'était à ma belle-sœur parce qu'elle m'avait gardé mon fils pour m'aider, pour que je puisse me reposer. Et on avait discuté d'un peu tout ça et c'est là en fait que j'ai osé lui en parler. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est sorti et elle m'a dit une phrase qui m'a fait du bien, qui m'a dit mais en fait t'es pas la seule. Elle me dit moi ça m'est pas arrivé mais je sais que ça arrive à d'autres mamans, t'es pas la seule et c'est ok, et t'as le droit de tomber amoureuse de ton fils que dans quelques mois, quoi. T'as le droit de prendre le temps de le découvrir et de te découvrir toi, quoi. Donc ça m'avait fait du bien, comme quoi c'est bête hein, de pas oser parler ce genre de choses alors qu'en fait il y a pas forcément que du négatif qui en ressort derrière, quoi. Parce qu'effectivement après ces 3 semaines idylliques, même si c'était fatigant et dur, attention, hein, j'étais crevée de me réveiller toutes les 3 heures, de le mettre au sein, voilà, c'est fatigant hein, d'avoir un nouveau-né de toute façon. Mais quand même, quand je repense à ce qu'on a vécu après, je me dis que c'était bien. Je me dis vraiment que c'était bien. Parce qu'effectivement, environ vers ces 3 semaines, on va dire, c'est à peu près généralement là que les coliques arrivent pour nombre de bébés. Il y a eu le pic de croissance qui a induit plus de demandes de sa part, donc plus de fatigue également. Et oui, je dirais, ouais, vers les 3-4 semaines, des coliques sont commencés à arriver. En tout cas, on voyait qu'il se tordait, qu'il était pas bien. Il a commencé à pleurer après les tétés pour la digestion. Puis, au bout de quelques jours, les pleurs sont vraiment venus le soir. Donc, ce qu'on m'a tout le temps dit, voilà, ce sont des pleurs de décharge, c'est normal, etc. Il a besoin d'évacuer, donc bon, ok, donc on fait avec. Et en fait, ça s'est très rapidement converti en des pleurs quasi H24, quoi. De ces 2-3 heures de pleurs de décharge le soir, on en arrivait dans les pires jours à 20 heures de pleurs sur 24, quoi. Ça a été dur à vivre parce que déjà c'est arrivé au moment où le papa a repris le boulot, vu que à ce moment-là en France on reprenait les pères reprenaient au bout de 3 semaines environ, quoi. Donc ça a été un temps, je me suis sentie seule et puis en fait impuissante. Et là encore une fois en fait, j'ai rien dit, quoi.
j'ai rien dit parce que dans ma tête c'était j'arrive pas à calmer mon bébé, j'arrive pas à l'empêcher de pleurer, je suis pas une bonne mère quoi. Donc en fait fallait que j'accepte et fallait que je me débrouille toute seule et j'ai rien dit et je me suis tue. Et ça a vraiment duré une semaine comme ça de pleurs intenses jusqu'à ce que par hasard, je ne sais pas, ma mère m'appelle en fait à un moment où mon fils pleurait et euh, et donc elle entend, elle me demande comment ça va, si ça va, et là je m'effondre quoi au téléphone, je pleure en disant mais j'en peux plus quoi parce qu'il pleure toute la journée, je sais pas quoi faire. Et c'est là qu'elle m'a dit, je crois que je la remercierai jamais assez. Elle m'a dit mais Amandine, c'est pas normal que ton bébé il pleure autant. Faut que tu ailles voir le médecin. Et ça je l'avais pas réalisé quoi. Donc à ce moment-là, je me suis dit ah bon, alors en fait c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose. Il pleure pas peut-être pour rien ou parce que je n'y arrive pas quoi. Comme je partais du principe que c'était ma faute s'il pleurait parce que j'arrivais pas à le calmer, euh, pour moi en fait non, fallait que je fasse tout pour lui quoi. Donc je le portais tout le temps en fait, tout le temps, parce que de toute façon que je le porte ou que je le pose, il pleurait, ça ne changeait absolument rien. Je sais que plus tard on m'a eu dit mais tu le portes trop, il s'est habitué, c'est pour ça qu'il pleure. Mais en fait quand j'y repense, non, parce que de toute façon c'était pareil dans mes bras. Il pouvait pleurer 3-4 heures d'affilée dans mes bras alors que je l'avais là sur moi à le consoler, à faire tout ce que je pouvais et ça marchait pas. Donc je pense que je m'isolais, j'en parlais pas. Et, euh, et juste je l'avais sur moi, voilà, en écharpe. Je le posais pas parce que j'en étais incapable en fait. J'étais incapable de me dire je le pose pour aller dans une pièce à côté et aller mieux. Je sais que ça c'est quelque chose qu'on m'a conseillé aussi d'après, mais pas dans le sens fais attention parce que si ça peut déraper et tu peux faire quelque chose, ça peut arriver hein, quand on est vraiment à bout, qu'on n'en peut plus, on peut déraper et faire quelque chose qu'on contrôle pas. Là, c'était dans le sens laisse-le pleurer, ça va rien lui faire quoi, c'est pas grave, toi faut que tu te reposes et moi quand j'ai entendu ça, non, c'était pas possible. Comment de toute façon, comment je pouvais me reposer alors que mon enfant pleurait à côté? C'était inimaginable quoi. C'était impensable et je l'ai pas fait quoi. Et donc ouais, j'ai supporté alors quand je dis 20 heures sur 24, c'était heureusement pas tous les jours comme ça, mais on était quand même sur une bonne 15 heures par jour quoi. Donc de toute façon, quand tu en es à compter le nombre d'heures où il ne pleure pas, c'est compliqué de base, quoi. Et encore là, les 4 heures, c'était pas 4 heures d'affilée, hein, c'était 4 heures en cumulé. J'ai eu des phobies d'impulsion que j'ai vraiment pu poser le mot dessus des mois plus tard. À ce moment-là, je savais pas ce qui se passait et j'avais du coup encore plus honte et je culpabilisais encore plus parce que vraiment, c'était à un point où je me voyais le jeter par terre, le cogner contre les murs. Enfin, c'était. Comment ça se passait En fait, le plus souvent, il était sur moi en écharpe euh, parce que pour que je puisse avoir un peu quand même mes 2 mains de libre et avoir un semblant de vie à côté. Et quand il pleurait trop et que j'avais passé des heures à me promener, à essayer vraiment de le bercer pour le consoler, de lui chanter des chansons. Enfin, je me voyais vraiment dans ma tête, c'était la vision. Je me voyais vraiment le prendre et vraiment le balancer quoi. C'était assez horrible et c'est même dur d'en parler maintenant. Enfin, ouais, de se dire qu'on a pu avoir ces pensées-là, c'est assez dur. On n'ose pas en parler parce que la société n'en parle pas et que du coup on a l'impression que c'est notre faute, que on a un problème en fait, tu vois. C'est mon Dieu, on oserait faire du mal à notre enfant et c'était ça en fait le plus dur, c'est que la seconde d'après où j'avais cette vision-là dans ma tête, j'étais là mais mon Dieu, mais je suis horrible, comment je peux penser ça, penser faire du mal à mon enfant quoi. Enfin, il s'est jamais rien passé, fort heureusement, tu vois. Mais ouais, je me souviens d'actions très vives où j'étais là, je me tournais d'un coup les mains sur la tête, tu vois, en mode mais avec l'envie de crier quoi, tellement c'était on n'en parlait pas vraiment parce que de toute façon, quand il rentrait du travail, mon fils pleurait quoi.
Et c'était ça, la soirée, la nuit, le matin, quoi. Donc déjà on se retrouvait pas vraiment. Moi je me souviens des jours où il rentrait et où je lui donnais notre fils, quoi, et où j'allais crier sur le balcon tellement j'en pouvais plus, quoi. J'attendais vraiment ce moment-là pour décharger en fait toute la journée, quoi. Et puis après c'était un cercle vicieux parce que de me sentir de lui en fait, de me sentir pas bien, de me sentir stressée, de culpabiliser, je pense que il devait de nouveau pas être bien et du coup avoir du stress à évacuer. Enfin, après on rentre dans un cercle vicieux, je le sais. Euh, mais je me souviens aussi d'un conseil qu'on m'avait donné en mode mais t'es trop stressé, faut que tu te déstresses, il pleurera moins. Oui, alors c'est vrai, en soi c'est vrai, hein, j'étais trop stressée, du coup il sentait mon stress, du coup il pleurait, sauf qu'en fait comment tu peux t'empêcher comme ça d'être stressé alors que ton enfant il pleure tout le temps et où t'as pas forcément quelqu'un qui vient t'aider chez toi, où tu peux dormir, parce que là c'était vraiment, je faisais du surdodo tout le temps en fait. Il était sur moi et quand il s'endormait, j'osais même pas le poser parce que s'il était posé et qu'il repleurait, on repartait sur de plus belle, quoi. Donc en fait je dormais à peu près en semi assise, semi allongée, et c'était ça jour et nuit, quoi. Et ça aussi c'était quelque chose de tabou, on va dire, de faire du surdodo, parce que c'est considéré comme ultra dangereux, et effectivement ça peut être dangereux, sauf que parfois en fait c'est juste le seul moyen de survie, parce que dormir c'est hyper important, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que je pense à ce moment-là, j'étais un peu perdue entre l'allaitement, les pleurs, le médicament ou non. J'arrivais pas à prendre la décision de lui donner ou pas, de savoir quoi faire. Et puis surtout, je commençais tout doucement une dépression postpartum, même si je savais pas, euh, à pas être bien en fait, à avoir le moral à zéro. Et là, ma sage-femme en fait m'avait conseillé d'aller voir une psy. Donc j'avais fait une ou deux séances, mais j'avais l'impression de perdre mon temps. Et je savais pas ce que je faisais là, je savais pas quoi raconter. Même si je pense qu'en fait j'aurais dû persister et continuer, en fait j'ai arrêté. Quand au bout de 4 mois on lui a donné l'Inexium, c'est parce que je suis tombée sur un médecin qui m'avait dit mais en fait là votre enfant il souffre. Oui, l'Inexium c'est fort comme médicament, mais là votre enfant il a besoin d'être soulagé, quoi. C'est, ça lui brûle trop, faut pas que ça s'empire, quoi. Et elle m'avait raconté qu'elle suivait des enfants qui, du fait de ne pas avoir été pris en charge assez tôt pour le RGO, en étaient venus à être dégoûtés de manger et avaient peur de manger, quoi, et que c'était un enfer de les faire manger parce que pour eux, manger, c'était souffrance. Et là, c'est vrai que ça m'a fait réagir. Je me suis dit, ok, stop, on va donner l'Inexium, et effectivement, le jour et la nuit, quoi. Il a, il s'est, il a beaucoup moins pleuré à ce moment-là. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai pris un peu toutes les décisions, où tu vois, on a commencé à le diversifier parce qu'on nous avait dit de manger plus solide, il aura moins de reflux, etc. Donc, ce qui est pas vrai, en tout cas pas dans notre cas. Et c'est là aussi que j'ai eu l'insistance de l'entourage, passe-le au biberon, tu verras, il dormira, il fera ses nuits, il pleurera moins, etc. Et en fait, de tout ça, en fait, on a tout fait d'un coup, quoi. Le médicament, on a arrêté l'allaitement, on l'a diversifié. Euh, je pense que c'est le médicament qui a fonctionné, hein, entre nous, plus qu'autre chose, hein, parce que on était toujours sur un bébé, même s'il pleurait moins, qui se réveillait toutes les heures, quoi. Euh, qui arrivait pas à enchaîner et à dormir, quoi. Par rapport aux phobies d'impulsion, euh, j'étais allée voir une puéricultrice aussi à un moment, je dirais quand il avait trois mois, c'était pendant qu'il pleurait encore énormément, pour essayer de voir un peu aussi par rapport au sommeil ce qu'on pouvait faire et mettre en place. Et c'est à ce rendez-vous-là où la première fois j'ai avoué en fait ces phobies d'impulsion sans savoir que c'était ça, tu vois. Et je lui ai dit que voilà, j'en étais arrivée à un point où j'avais peur de faire du mal à mon enfant et que je ne savais pas quoi faire, que je me sentais un peu en détresse. Et elle avait pas trop répondu. Elle avait dit ok, enfin voilà. J'avais l'impression qu'elle avait compris. Et en fait, quelques minutes après, elle l'ausculte et elle dit oh, mais c'est quoi là, il a des bleus. Et sur le coup, en fait, moi j'étais là quoi, comment ça, il a des bleus, qu'est-ce qui se passe? Et c'est après que j'ai réalisé qu'en fait, elle m'avait un peu testé, quoi, de savoir si c'était moi ou pas. J'ai eu l'impression, après coup,
qu'elle disait que c'était ma faute, quoi. S'il avait des bleus, c'est parce que je lui avais fait du mal, alors que je venais de lui raconter ses phobies d'impulsion. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, et en fait, à ce moment-là, d'avoir eu cette réaction-là de sa part, je n'ai plus reparlé. Tu vois, j'ai plus osé dire à personne que j'avais ces idées-là dans ma tête, parce que pour elle, en fait, j'avais tapé mon bébé presque, tu vois. J'en ai reparlé bien plus tard quand j'ai commencé ma thérapie, et où là, elle a mis un mot. Alors déjà, non. Je l'ai appris sur Instagram, déjà. J'ai vu cette définition-là et je me suis dit ah mais c'était peut-être ça en fait. Et quand après pendant ma thérapie j'en ai parlé, elle m'a dit ah ouais, elle m'a expliqué ce que c'était, pourquoi c'était sain, pourquoi ça arrivait à plein de monde et que j'avais pas à m'en vouloir quoi. C'est un processus qui arrive en fait après avec la chute d'hormones pardon et avec tout ce qui se passe quoi. Que c'est normal d'avoir ces phobies d'impulsion là et que même si c'est pas forcément ça, en tout cas c'est naturel quoi. Je me suis pas rendu compte que je faisais une dépression du postpartum, et comme en plus j'avais refusé entre guillemets l'aide de la psy, en fait ça s'est juste voilà, c'est juste resté et ça s'est tassé quoi. À ce moment, ça concordait aussi au moment où je voyais moins ma sage-femme parce qu'il y a moins de visites et qu'on se voyait moins, donc du coup ça s'est pas fait. Je me souviens du moment où en fait ma sage-femme est venue chez moi parce que je l'avais appelée, c'était juste avant à peu près que j'arrête mon allaitement, où je l'avais appelée en mode est-ce que c'est possible que j'ai plus de lait parce que là il revient tout le temps au sein, ça marche pas, comment ça se passe? Et elle était arrivée chez moi quelques heures après, où elle m'a vue et elle m'a dit oula. Elle me dit en effet c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids, de la fatigue, vraiment je pense la fatigue et le manque de sommeil et tout quoi. Et, euh, et c'est là qu'elle m'a un peu pris en charge, on va dire, enfin pris en charge non, mais qu'elle m'a donné des conseils pour me redonner des forces, prendre un régime un peu grossissant. Et elle m'a reconseillé d'aller voir une psy, mais je l'ai pas fait en fait, tu vois. Et juste j'ai laissé traîner. Euh, En parallèle, en fait, j'avais tellement besoin de dormir que j'arrivais pas à faire autre chose. Euh, et je me sentais pas soutenue, pas aidée, tu sais, par l'entourage. C'était dur pour eux de comprendre euh, pourquoi est-ce que par exemple je voulais pas laisser pleurer mon fils pour qu'il s'endorme ou qu'il dorme la nuit. Tu vois, donc pour eux en fait à partir du moment où ils m'avaient donné un peu ce conseil là, bah ils savaient pas quoi faire d'autre et ils arrêtaient quoi. Donc j'ai vraiment su que j'avais fait une dépression du postpartum 1 an et demi au 1 an et demi de mon fils quoi, à peu près quand j'ai repris là une thérapie. Je sais pas si mon conjoint comprenait, mais en tout cas il m'a beaucoup soutenue. Euh, Ça a été dur pour lui aussi. Et ça, je l'ai pas réalisé tout de suite. J'étais incapable de me rendre compte que pour lui aussi c'était dur en fait. Euh, il m'a avoué plus tard parce que lui, il est du genre en fait à tout garder et à rien dire. Euh, et comme il me voyait déjà pas bien, il avait pas envie d'en rajouter une couche, on va dire. Et à ce moment-là, j'avais vraiment des sautes d'humeur en fait. Je pouvais m'énerver pour un rien. Et parler mal, être agressive, et je m'en rendais pas compte, tu vois, je contrôlais pas et je comprenais pas ce que ça pouvait avoir comme impact auprès de lui ou auprès de mon entourage parce que je sais que j'ai eu, voilà, mal parlé à ce moment-là, mais je prenais tout mal et j'étais tellement pas bien que pour moi je parlais normalement en fait quand je leur parlais. Je me rendais pas compte et lui il a beaucoup pris sur lui. Et du coup c'est vrai qu'il m'avait avoué que pour lui c'était dur aussi parce que bah il dormait pas forcément plus que moi la nuit, vu que de toute façon il pleurait. Il allait au boulot, donc fatigant, hein, c'est sûr. Et puis il revenait et il faisait une pause en fait 5-10 minutes avant de rentrer dans la maison parce qu'il savait que de toute façon en rentrant, il allait entendre les pleurs de notre fils et moi pas bien et moi lui donnant mon fils et lui laissant pas de répit non plus, tu vois. Ouais, j'ai beaucoup de culpabilité aussi par rapport à ça parce que en fait j'étais incapable de me rendre compte de ce que ça impliquait pour lui, quoi. Je suis désolée, ça me fait monter les larmes. Il n'y a pas eu de reproche entre nous. Par contre, c'était la première fois vraiment qu'on s'engueulait, quoi. Qu'il y avait des paroles déplacées, un peu méchantes, agressives. Euh, et ça, c'était très perturbant pour tous les deux.
parce qu'on n'était pas habitué en fait. Moi, il y a eu un moment où j'ai eu peur que ça s'arrête, qu'on se sépare parce que c'était devenu un peu invivable quoi. J'étais tellement pas bien que je me déchargeais sur lui tout le temps et lui il encaissait et sauf qu'au bout d'un moment t'as plus les épaules pour supporter quoi. On s'en est pas voulu, mais on a appris à parler en fait, à se dire ce qui allait pas, quand ça allait pas. Alors ça marche pas à tous les coups et c'est pas c'est pas tout le temps, mais en tout cas on essaye. Par contre moi je sais que je m'en suis voulu à moi de lui avoir fait subir ça, de m'être lâchée sur lui et de lui avoir fait du mal. Ça c'est sûr. C'est ça, ouais. C'est vrai que pendant les difficultés, je pensais pas à tout ça. Je pensais pas au fait que ça pouvait être stressant ou ce que je ressentais. En fait, je ressentais rien. J'étais dans ma bulle et j'étais en mode survie. Et quand ça a commencé à aller mieux, effectivement, j'ai eu un peu ce stress-là de ce que ça impliquait en fait d'être maman réellement, et que c'était pas juste un enfant qui mange, qui dort et qui est tout calme et qui bouge pas. Alors je sais qu'il y en a des enfants calmes, hein, mais enfin calmes. Quand je dis calme, disons que le mien est vraiment une pile. Il est vraiment bout en train à courir de partout. Je peux pas le quitter du regard sans avoir peur de ce qu'il peut faire. Peut-être mon côté un peu stressant aussi, protecteur en fait de mon côté de maman peut-être. Aujourd'hui avec le temps ça s'estompe. J'arrive un peu plus à concilier le temps pour moi, le temps en tant que maman, le temps aussi en tant que conjointe, même si ça c'est un aspect un peu plus dur de se retrouver en tant que femme. Mais en tout cas, il y a moins de stress qu'avant. Ça a duré un moment et c'est vraiment ça a concordé au moment où j'ai vu une thérapeute, tu vois, donc elle m'a appris aussi à déculpabiliser et à me déstresser. À un moment donné, en fait, j'en suis arrivée à un point où même moi, je m'énervais en fait dans mon comportement. Je me suis rendu compte en fait que j'étais peut-être un peu agressive dans mes paroles, pas très gentille avec les autres, impatiente. Et on en avait discuté aussi beaucoup avec mon conjoint où il me disait que là c'était plus possible quoi. Il me disait voilà que il avait beau avoir des grosses épaules, c'était dur quoi pour lui. J'ai eu appris après que lui-même pleurait en fait auprès de ses proches quand j'étais pas là parce qu'il en pouvait plus quoi. Et voilà, de sentir à quel point, enfin moi-même j'étais pas bien, j'en avais marre d'être tout le temps en colère, de pleurer tout le temps, de pas savoir quoi faire, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille voir une psy quoi, pour en parler, pour décharger, pour parler un peu de tout ce qui s'était passé avec mon enfant et essayer d'aller mieux, et parce que je tenais à mon couple aussi énormément et que j'avais peur que ça s'arrête quoi, vraiment j'avais peur. Donc heureusement qui m'a soutenu quoi. Il aurait pu partir tout de suite et il l'a pas fait. Il m'a avoué il y a pas longtemps que il regrettait d'être père. Mais il regrette pas d'être père par rapport au rôle de papa ou par rapport à notre enfant, mais parce que ça m'a changé moi et parce que il a passé un temps, il retrouvait plus en fait la personne que j'étais, insouciante, souriante, tu vois. J'étais tellement pas bien moi au fond du trou. Enfin, il avait l'habitude de dire que j'étais au bout du fond du trou et qu'il fallait vraiment gratter la petite cuillère pour me trouver quoi, parce que j'étais pas bien. Et et pour ça, encore aujourd'hui, il regrette d'être père. Je suis toujours effectivement sous thérapie. Je sais pas si je pourrais vraiment redevenir la personne que j'étais avant parce que de toute façon, il s'est passé tellement de choses et parce que ça a été un gros impact ces moments de vie-là. Même si aujourd'hui je pense que c'était pas pour rien, tu vois, ça m'a permis aussi au contraire de me révéler et de devenir meilleure. Mais j'ai quand même ces sautes d'humeur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ces moments de colère que j'arrive pas à contrôler, que je n'avais pas avant en fait.
peut-être encore un peu des restes de tout ce qui s'est passé. Et du coup, pour ça, lui, il m'a pas entièrement retrouvée. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux parce que j'arrive à passer du temps avec mon enfant et à être bien. Même s'il y a des moments où je me dis, oh là là, faut que je passe voilà quelques heures avec lui, je sais pas si je vais y arriver. Et en fait, j'y arrive. Tu vois, je pense que je me mets une pression de dingue, alors qu'en fait, ça va. De toute façon, j'ai appris, parce que je pense, c'est ce que je pensais, mais j'ai appris qu'on peut pas être une mère parfaite et qu'en plus, ça ne veut rien dire, quoi. Donc non, le sourire revient, euh, mais disons que les sautes d'humeur sont toujours là. Et je sais même aujourd'hui que s'il pleurait autant, c'était pas forcément que dû au RGO, mais parce que j'ai eu une grossesse ultra stressante, vu que moi j'étais pas bien, ou j'avais pensé à l'avortement et tout ça en fait. Euh, pour moi, alors il y a ça, il y a le fait effectivement l'intuition que je ressens ça, mais aussi parce que c'est quelque chose qui sort un peu maintenant dans les études liées aux grossesses en fait, où on se dit que ce qu'on vit pendant la grossesse, ça impacte l'enfant. C'est pas 9 mois pour rien quoi. Et je sais aujourd'hui qu'il a pleuré autant parce qu'il avait besoin de décharger euh, tout le stress qu'il avait eu. Et là encore une fois, c'est peut-être je m'auto-culpabilise encore une fois, mais quand après je me suis rendu compte de ça. En plus, je me souviens le livre que j'avais lu qui parlait de ça. C'était ma tante qui me l'avait offert un peu en mode tout va bien quoi. Et en fait, je l'ai lu et elle savait pas tout ce que j'avais vécu pendant ma grossesse. Et quand je l'ai lu, en fait, ça m'était là mais oh mon Dieu en fait, mais c'est horrible ce que j'ai fait vivre à mon enfant parce que là ça décrivait vraiment c'était fictif, hein, imaginaire, mais en gros, ils partaient d'une personne, comment elle était aujourd'hui, et ils expliquaient en fait que ça pouvait venir de la grossesse, de ce qu'elle avait vécu. Tu sais, bah voilà, typiquement le fait d'avoir voulu avorter, etc. Et en fait, d'avoir lu ce livre, j'étais là, mais je culpabilisais d'autant plus d'avoir fait vivre ça à mon enfant et de lui avoir imposé ce stress et pendant longtemps et même encore un peu aujourd'hui, je m'étais dit que j'aurais pas d'autres enfants parce que pour moi, j'avais pas le droit de faire vivre ça à mon premier fils, tu vois. Pourquoi est-ce que lui aurait eu une grossesse difficile et un début de vie difficile à cause de moi et son potentiel petit frère ou petite sœur pourrait avoir quelque chose de super bien, tu vois. Pendant longtemps, je ne voulais qu'un seul enfant. Ça, c'était, je le clamais haut et fort à qui voulait bien l'entendre, mon fils sera fils unique, tu vois. Euh, et parce que je me dis qu'il a pas le droit enfin, c'est pas juste pour lui d'avoir vécu ça à cause de moi. Voilà. C'est quelque chose que je me suis beaucoup dit au début. Le fait de me rendre compte que j'étais vraiment sa mère à lui, enfin, c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de mal à dire mon fils, tu vois. Je disais beaucoup William. Je disais pas mon bébé, mon fils, même quand j'en parlais autour de moi. Et j'ai eu des remarques sur ça justement. Je peux pas dire le moment clé exact où je me suis dit ok là maintenant je l'aime. Euh, Par contre, je sais que ça s'est fait naturellement, petit à petit, où j'ai apprécié passer du temps avec lui. Et c'est environ vers ces 9 mois, je dirais, ouais, 8-9 mois, où je me suis rendu compte que ah ouais, en fait, c'était bien, c'était agréable, et où je me suis rendu compte que ouais, je l'aimais et que j'étais capable de lui dire ces mots-là. Et ce qui est rigolo, c'est que pour autant, c'est pas quelque chose que je dis souvent, parce que moi, j'aime pas dire je t'aime tout le temps, parce que j'aime vraiment le dire quand vraiment je le pense. Après, pour moi, ça perd de son sens, même si je juge pas ceux qui le disent tout le temps à leur enfant, hein, mais moi, en tout cas, c'était pas naturel, même à mon conjoint, de lui dire tout le temps. Et, euh, et je me souviens quand on faisait la langue des signes avec mon fils petit, et il a commencé à signer vers ses 12-13 mois, et je crois que vers ses 15 mois à peu près, je dirais, où en fait je me suis rendu compte qu'effectivement je disais pas beaucoup je t'aime à mon fils, même si ça n'empêchait pas de le penser. Et je me suis dit ah ouais c'est vrai en fait. Et du coup à un moment où j'en ai eu vraiment envie, je lui ai dit et je lui ai signé en même temps le signe donc je t'aime. Et c'était très émouvant parce qu'en fait il s'est arrêté et il s'est jeté dans mes bras, il m'a fait un gros câlin et en fait, ça m'a réconfortée dans le sens où, en fait, c'est ok de pas dire je t'aime tout le temps à son enfant parce que il y a plein d'autres façons de lui dire. Et de voir là ses réactions, il avait compris, en fait, même s'il savait pas ce que ça voulait dire.
Donc c'est très émouvant. C'est dur à dire s'il a des séquelles. Aujourd'hui, en fait, à 2 ans passés, même si je pense que le fait qu'il soit un couche-tard ou qu'il dorme pas beaucoup, ben ça vient aussi du fait qu'il dormait pas beaucoup petit. Vraiment. Donc là ouais, je pense que sans parler de séquelles, disons que ça a un impact parce que quand on n'apprend pas à dormir petit, ben on dort pas forcément plus tard. Peut-être que je me trompe, hein. Après aujourd'hui, non, c'est un enfant hyper souriant, hyper joueur. Il a un bon caractère. Bon, on est dans la période des 2 ans aussi, mais aujourd'hui ça se passe bien. J'ai encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, des petits moments d'appréhension en mode stressé, faut que je reste avec lui cette nuit, il y aura que moi. Et en fait, ça se passe bien, ça va. J'ai des petites victoires parfois où je me dis voilà, quand j'ai réussi à le garder, que je me suis pas énervée, que j'ai pas perdu mon sang-froid, parce qu'il y a toujours ces sautes d'humeur qui arrivent aussi beaucoup. Et en tant que bon parent qui veut faire l'éducation bienveillante et positive, on se dit mon Dieu, faut pas que je crie, faut pas que je fasse ci, que je fasse ça. Aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux. Et ces moments de victoire, c'est quand en fait j'ai pas été stressée, ou même quand il a fait une crise qui a duré une demi-heure, ben ça va. Voilà, je culpabilise moins et je me dis que j'ai le droit aussi de mal le vivre, et de me dire ça, en fait, ça me fait me dire qu'aujourd'hui ça va mieux. Ça va mieux parce que j'ai moins ces sauts d'humeur avec mon fils, et c'est plutôt positif. Je pense quand même que ce défi facile, ça a été la diversification. Parce que ça s'est très bien passé. Il adorait manger, il goûtait de tout. On n'a vraiment pas eu de soucis avec ça, quoi. Même encore aujourd'hui, même s'il tient pas il tient pas à table, il veut toujours descendre, monter. Il mange, tu vois. Ça reste un petit mangeur, mais il mange. Et ça a été facile dès le début, c'est vrai. Quand je sais que d'autres personnes galèrent des fois avec des troubles de l'oralité, etc. Nous, ça va. Merci beaucoup Amandine, je sais que ce témoignage a été anxiogène pour toi et je te remercie d'autant plus pour la confiance que tu m'accordes. Je voulais terminer cet épisode par quelques statistiques concernant les dépressions pré- et postpartum. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur les dépressions postpartum, mais pas en prépartum, durant la grossesse. Et même si Amandine n'a pas vécu de dépression durant sa grossesse, ses ressentis de stress intense allant jusqu'à se poser la question de l'avortement pour un enfant désiré m'ont vraiment questionné et donné l'envie de vous donner des clés pour vous sentir moins seul et chercher des oreilles attentives. Alors sachez qu'une femme enceinte sur 10 souffre de dépression prénatale et une jeune mère sur 5 souffre de dépression postpartum. Ces chiffres sont forcément minimalisés car les femmes qui ressentent cela ne se manifestent pas toujours. Et pour celles qui se manifestent, l'écoute n'est pas toujours au rendez-vous, pour cause la formation des professionnels de santé. Alors si vous ressentez un mal-être, dès la grossesse ou même après, n'hésitez pas à en parler, vous n'êtes pas seul à ressentir ou subir cela. L'association Maman Blues est très attentive et réactive pour vous aider à mettre des mots sur vos ressentis. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager pour faire passer les messages importants qu'Amandine soulève. Merci à vous, auditrices, pour votre fidélité. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez m'aider avec un soutien sur les réseaux sociaux ou en me donnant un commentaire et une note 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. À très vite!